la liberté. Parlons racisme. Oui, osons parler de couleur de peau, de rejet de l'autre, de préjugés, de discrimination, de privilèges et de toutes ces formes d'injustice. Osons parler même du racisme qu'il y a chez nous. Il faut soulever ces tabous, briser le silence et accepter d'affronter nos réalités, celles du racisme systémique. Bienvenue dans À voix haute, un balado en 10 épisodes signé La Liberté en collaboration avec Noir et Fier. Wilji Sagosa, directeur artistique du festival Noir et Fier et co-directeur de ce projet, est la voix de cet épisode. Épisode 5, le système de santé. Le racisme systémique s'inscrit dans les institutions, façonnant les expériences des personnes racisées jusque dans les moments où elles ont le plus besoin de soutien au sein même du système de santé. Ces conséquences ne se mesurent pas seulement en inégalité, mais parfois en vie perdue. Quels sont les impacts de ce racisme sur l'accès aux soins, sur la qualité des traitements, sur la santé des personnes racisées et sur la confiance envers les institutions? Pour en savoir plus sur ces injustices et comprendre comment bâtir un système de santé plus équitable et plus humain, nous avons rencontré Dr Mélanie Maurice, chirurgienne pédiatrique à l'hôpital pour enfants à Winnipeg et professeure à l'Université du Manitoba. Elle nous emmène dans les coulisses du système de santé. C'est en fait un très, très gros sujet et c'est pas facile d'écrire en fait les problèmes ni les solutions dans juste quelques phrases. Et puis, mais je vais commencer avec une petite histoire parce que c'est là où j'ai un peu fait un changement dans ma carrière. C'est-à-dire que je travaillais, j'étais vraiment excitée de faire de la chirurgie pédiatrique. C'est vraiment un métier qui est fascinant, qui est très excitant. Puis on travaille avec les enfants, alors c'est merveilleux. Mais un jour, j'ai eu une petite carte d'un enfant qui a dit, je vais le dire en anglais là, mais Thank you, Dr. Morris, for making me feel safe. Puis alors, j'ai eu une réflexion. J'ai dit, mais coudonc, comment ça se fait qu'un enfant me remercie pour lui avoir fait un milieu où il se sentait en sécurité? Parce que c'est un hôpital pour enfants. Ce serait pris pour acquis, en fait, que ce serait un milieu sécuritaire où on cherche les gens qui vont nous aider à guérir, à être en meilleure santé, etc. Mais le fait qu'elle avait besoin de quelqu'un pour intervenir, pour que ça soit sécuritaire, ça m'a vraiment frappée. C'est-à-dire que je me suis posé des vraies questions au sujet de faire une analyse plus critique au niveau de mon milieu, de regarder un peu autour de moi. Puis une des choses c'est la première réalisation vraiment qu'il y avait des inéquités, c'est que je regardais un peu autour de moi et je voyais qu'en fait, la majorité des patients à l'hôpital étaient autochtones. Et ça, du fait de voir... Et ensuite, je me suis posé, mais en fait, combien? C'est-à-dire, n'importe quel jour, maintenant, entre 50 et 70% des enfants sont autochtones dans l'hôpital. Et c'est fou, hein? Parce qu'en fait, leur représentance au niveau de population, c'est 14%. Alors ça, c'est déjà un problème. Non seulement ils sont là en plus grande quantité, ils sont là avec des maladies plus sévères. Je vous donne un exemple. En fait, dans la dialyse, pour les enfants avec les problèmes rénaux, 100% sont autochtones. 100%. Mais c'est fou, hein? La diabète, le type 2, le taux de diabète type 2 dans des communautés Premières Nations dans notre province sont 800 fois plus gros que tous les autres Manitobains. Et ça, c'est vraiment un diagnostic de pauvreté. Et puis, ça parle un peu du problème. C'est pas un problème simple. Et c'est un problème qui se présente à plusieurs niveaux. Et je dirais, pour tous les problèmes qu'on voit au niveau des enfants autochtones,
dans mes recherches, j'ai vu que même les enfants d'autres minorités, on voyait des mêmes genres de différentes présentations. Et puis, on voyait des différents taux, des différentes sévérités, etc. Et puis, on voyait un peu que ça se reflétait dans tous les enfants dans la catégorie BIPOC. Pour information, BIPOC fait référence aux personnes noires, autochtones et de couleur. Nous avons aussi rencontré Janelle Delhomme, une activiste qui, de par son travail dans le milieu de la santé, souhaite apporter des changements concrets. Elle a un rôle assez particulier, gestionnaire en relations autochtones, équité, diversité et inclusion au Centre de santé Saint-Boniface. Son poste a été créé spécifiquement pour répondre aux enjeux liés aux inégalités dans le système de santé. Bien, mon rôle est quand même un rôle pour l'organisme. Alors, je pense que c'est de comprendre aussi que je travaille pour l'organisme et je n'ai pas nécessairement... alors, c'est d'être capable de changer les façons qu'on fait les choses au centre de santé. Puis j'essaie aussi de le faire comme si c'est comme, mais une fois que les choses sont changées, là, c'est comme, c'est le nouveau statu quo, puis c'est comme, ça devient... habituel, dans nos façons habituelles, et puis c'est pas nécessairement un gros ajout. Alors, c'est d'essayer d'apporter des changements qui vont avoir une pérennité aussi. J'essaie d'offrir des occasions d'éducation et de sensibilisation, mais c'est souvent après ça où est le plus grand de mon travail. C'est quoi les actions par la suite pour être capable de réellement changer. Parce que je suis quand même convaincue de l'éducation et le besoin de l'éducation et de la sensibilisation, mais il y a aussi cet élément d'action qui est nécessaire pour suivre. Parce que sinon, on n'aura pas de réel changement. On aura peut-être un changement de mentalité, puis tranquillement, les choses vont peut-être évoluer, mais je trouve que là où j'ai le plus grand impact, c'est c'est se poser la question, et maintenant quoi? Et maintenant on fait quoi? C'est quoi l'action? C'est quoi le geste? Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement qui va avoir un impact sur ces communautés qui méritent de l'équité? Comment est-ce possible, dans un système qui a pour but de prendre soin des gens, que chaque personne ne soit pas considérée égale? Pire, que des personnes ne soient pas traitées également au péril de leur vie. Dr Mélanie Maurice tente de nous expliquer d'où viennent ces disparités. C'est en fait une histoire qui a commencé beaucoup avant qu'on est arrivé ici. C'est une histoire qui a commencé avec un peuple qui était autonome, qui vivait ici il y a des 1000 d'années, qui avait une excellente santé, qui était organisé dans une culture, une société qui était très avancée. Ensuite, on a une histoire d'un État qui est venu ici pour conquérir, pour prendre la terre, pour vivre ici. Et puis maintenant, on reconnaît ça comme le Canada et les États-Unis d'ailleurs. Et durant cette colonisation, de façon systémique à chaque fois, c'était vraiment avec l'idée d'éliminer les personnes autochtones. Et puis si on commence de cette façon, on voit que même si on fait un peu de recul maintenant, c'est-à-dire de réparation ou de réconciliation, etc., on commence à une base où c'était vraiment le but d'éliminer les personnes autochtones. Alors, on voit la pauvreté par le fait qu'on a bougé les personnes autochtones et puis on les a séparées de la société, on ne les a pas donné accès, on a séparé les parents avec leurs enfants. Notre gouvernement a fait une décision après l'autre pour qu'il y ait une faillite, en fait. Une faillite de santé, une faillite
d'économie, une faillite de croissance. Il n'y a aucune base biologique pour expliquer cette construction sociale. Aucune. Il n'y a aucune génétique. Et j'ai souvent c'est drôle parce que j'ai souvent des étudiants qui me posent la question. Mais n'est-ce pas, on voit ce gène, puis il y a plein d'hypothèses, mais on n'a jamais eu de succès à trouver une différence entre ce genre de race génétique qui pourra tenir. C'est-à-dire, si on voit, disons, j'ai des étudiants qui disent, on voit une génétique marqueur, on a parlé de la diabète. Et c'est peut-être dans cette génétique, mais si on prend cette personne et on le bouffe géographiquement, ça change tout. Alors, ça n'a aucune base biologique dans de cette construction de race. C'est complètement sociologique. Voilà. On a posé la question, par exemple, à qu'est-ce qui fait qu'on a des disparités. Dans 9 communautés de Premières Nations en 2017, il y avait 9 communautés qui n'avaient pas de l'eau potable. Ben oui, alors comment on peut penser qu'on ne peut pas brosser les dents? Il y a plein de choses qui font même... Et puis ici, on parle de le coût de la nourriture, par exemple. Donc, avoir des fruits et légumes en réserve, c'est impossible. Moi, j'ai travaillé dans le Nord, à Nunavut. Après que j'ai travaillé au Kenya puis en Ouganda. Et puis alors, j'ai été travailler dans le Nord. Et puis, même moi, c'était, je pense, au mois d'avril. Il faisait moins 35 ou 40, je sais pas. Mais acheter une pomme, c'était comme $10. C'est comme fou. Une pomme. Alors, c'était beaucoup plus facile d'acheter des petites des sacs de chips, l'eau et puis les canettes là, de pop. Là, c'est moins cher d'avoir du Coke ou du Pepsi que d'avoir une bouteille d'eau. Alors, ça commence à se comprendre de plus en plus pourquoi on voit les disparités. Quand je vois dans mon milieu, je sais que même moi, et c'est ça que j'essaie de dire à mes collègues, c'est que disons qu'il y a un moment où il y a un enfant qui s'est été blessé. Et puis, ils sont dans la chambre et tout le monde est stressé. J'ai dit, fermez les yeux et pensez comment vous allez faire le traitement pour cet enfant. Et puis, on voit souvent que si on fait ça, c'est un différent sentiment qui sort. Mais quand on voit une famille autochtone qui vient d'une partie pauvre, on voit tout de suite des réactions d'appeler CFS ou d'appeler une interrogation beaucoup plus vite que les familles non autochtones. Et je pense que c'est malheureusement, c'est tellement normalisé qu'on ne le voit même pas des fois. Docteur Mélanie Maurice nous a partagé une réalité troublante. Les services à l'enfance et à la famille sont souvent appelés de manière précipitée, parfois sans justification solide, lorsqu'une famille autochtone se présente à l'hôpital. Une situation bien moins fréquente pour les familles non autochtones. Quand on va comme parents, quand on amène nos enfants à l'hôpital, si on n'est pas d'une communauté BIPOC, on ne pense même pas que quelqu'un va peut-être intervenir pour prendre ton enfant. Mais quand tu es dans la communauté BIPOC, ça, c'est pas pris pour acquis. Hein. Il y a une peur définitive que quand on rentre dans le système, on va pas être... on va pas se penser qu'on dit la vérité, par exemple. Ou s'il y a il y a une blessure, hein, il va y avoir toujours une question. C'est des choses comme ça qui sont je sais pas comment dire en français, là, mais insidieux, est-ce qu'on peut dire ça? Que les familles, ils sont stressés, ils vont peut-être hésiter, ils vont peut-être attendre plus longtemps pour venir. Justement, Janelle Delorme, lorsqu'elle était dans une salle d'urgence en 2019, a été témoin d'une scène choquante. Une scène synonyme de racisme, de maltraitance et de malveillance de la part du personnel soignant.
Alors moi, j'ai eu le malheur de devoir me présenter aux urgences à l'hôpital des sciences de la santé en 2019. J'étais assise dans une salle d'urgence avec mon conjoint dans une salle d'urgence extrêmement remplie. C'est la salle d'urgence la plus... comme elle est remplie à craquer tout le temps. Mais ce que j'ai témoigné, pour moi, ça m'a beaucoup blessée. Puis j'imagine que ça l'a plus blessé la personne pour qui ça l'a affecté. Mais j'ai très clairement vu qu'est-ce qui est le racisme dans le système de santé. On dit, les gens sont pas racistes ou le système ne l'est pas. Mais ça m'a démontré, entre autres, des choses que j'ai vues à maintes reprises. Ça, c'est juste un exemple. Alors, une dame est rentrée. Elle était bien habillée. Très clairement, comme ça avait l'air comme si elle venait du travail ou quelque chose. Mais sa lanière, elle était perlée. Elle était aussi visiblement autochtone. Moi, je veux comme ouvrir une parenthèse ici parce que je pense que là où je ressens aussi et je constate mon propre privilège, c'est que ma peau est claire. Alors, les gens ne vont pas nécessairement assumer que je suis autochtone. Et puis, elle est rentrée avec quelqu'un, j'imagine qu'elle aime bien, c'est peut-être sa maman ou une tante ou qui était en chaise roulante. Et puis, on l'a inscrit pour être capable de recevoir des services des urgences. Elle a laissé cette dame-là, suite à l'inscription, dans la salle d'attente. Et puis, elle a quitté pour, j'imagine, si j'ai bien compris, déplacer sa voiture ou quelque chose comme ça. Lorsqu'elle est revenue, sa bien-aimée n'était pas là. Comme ça, la personne qu'elle cherchait n'était pas là. On lui avait sûrement amené dans une des salles en arrière, soit pour triage ou comme pour une salle d'examination. Mais ce que j'ai témoigné, c'est que celle qui faisait la réception... essentiellement, comme tout d'un coup, son comportement a complètement changé quand la dame a juste posé la question, est-ce que tu peux me diriger vers la personne que j'ai amenée à la salle d'urgence? Puis c'était comme, sa réaction est devenue super agressive envers cette dame autochtone, puis va t'asseoir, non, comme c'était tellement comme... Moi, je témoigne, j'étais en train de voir tout ça devant moi, puis j'étais perturbée parce que je me dis, mais elle demande simplement où est la personne qu'elle a amenée dans la salle d'urgence, comme c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, je me posais vraiment la question, si ça avait été une autre personne, est-ce qu'elle aurait eu la même réaction? Est-ce qu'elle aurait eu cette réaction? Parce que probablement, si moi, je me serais présentée, « Oh, juste assis-toi, on va te laisser savoir. » Mais c'était comme moi, là, puis l'affaire, c'est que j'étais tellement en douleur. Moi, ce que je voulais faire avec mon cœur d'activiste, je voulais me lever, puis je voulais aller dire à cette dame qui est à la réception que son comportement était complètement inacceptable et qu'elle avait simplement à lui dire, vous pouvez vous asseoir, je vais aller trouver la personne que vous cherchez et lui diriger vers cette personne. Ça semble comme un exemple vraiment simple ou vraiment comme, insignifiant, mais ça, c'est juste le haut de l'iceberg de comme tout ce que c'est le racisme systémique. Il faut savoir que chaque fois qu'une personne se présente à l'hôpital, il y a toutes ces histoires qui ont été apprises selon une façon de regarder les gens selon leur peau, selon leur culture, et choisir et faire des décisions à cette base, ça va changer la façon qu'on traite une personne versus l'autre. Et puis, à force de faire ça, même si c'est minuscule à chaque moment, ça s'accumule. Et puis, on voit les disparités s'accumuler parce que, à force d'être loin, de ne pas avoir accès, ce qu'on voit, c'est... On prend un exemple. L'appendicite, c'est très simple. On voit 400-500 par année. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Je le traite tout le temps. C'est normal. Mais je sais que l'enfant qui vit loin de Winnipeg, quand il ou elle arrive, il
il y a une plus grosse chance que ça va être perforé, qu'ils vont être plus malades, qu'ils vont rester à l'hôpital plus longtemps. Et puis, c'est un petit détail, mais accumuler tous ces détails, ça fait que les disparités continuent à grandir, en fait. Les exemples du racisme qu'on voit partout, la façon que les gens traitent les personnes de la communauté BIPOC, on voit qu'en fait, ça, c'est pas des exemples. Ça, c'est en fait un système qui c'est pas comme on blesse le cœur. En fait, c'est en fait la mort dont on parle, de la sévérité des maladies. C'est quelque chose de beaucoup plus important que des sentiments ou des idées ou des chiffres. Stanislas Bell a accepté de nous partager un témoignage personnel. Une histoire qu'il a pourtant préféré garder pour lui pendant longtemps. Il a vécu un traumatisme dans un hôpital de Winnipeg. Il a décidé d'en parler pour se libérer et libérer aussi les autres. Il y a quelques années, il est allé en voyage au Cameroun, son pays d'origine. Là-bas, il se fait piquer par un moustique sans tout de suite y prêter attention. Et là, je reviens au Canada. Une semaine, je me dis le changement de température peut-être m'affecte, je me sens faible, je me sens pas bien, j'ai des nausées. 2 semaines, je tiens le coup. Et là, finalement, mon corps lâche. J'ai l'impression de perdre ma vie. Mon frère, et parce que justement, moi je suis quelqu'un de têtu, je voulais pas aller à l'hôpital jusque-là. Mon frère, ma sœur déjà commence, ça commence par ma sœur, m'emmène à l'hôpital. Et ici à Saint-Boniface. Et là, le médecin qui me reçoit finalement après peut-être 1 heure, il n'est même pas intéressé en fait. Il s'en fout. Et c'est juste genre, quand est-ce que tu as eu tes dernières relations sexuelles? Pour lui, c'est directement, ok, c'est des maladies sexuellement transmissibles. Vraiment, je suis en train de vomir, j'ai la fièvre, je vois pas la relation ici. En tout cas, il nous envoie faire des examens. Et il nous dit, bon, les examens vont sortir, les résultats vont sortir dans quelques jours. Mais ma sœur lui dit, vous voyez très bien qu'il n'est pas capable de marcher. Pourquoi vous l'envoyez faire des examens? Ça n'a pas de sens. Et bon, j'ai dit à ma sœur, on doit partir, on ne peut pas. Et là, je rentre à la maison et je me sens encore plus mal. Et mon frère et ma sœur doivent aller travailler. Et dit à mon frère de m'emmener dans un hôpital. J'étais inconscient quand ça se passe, presque. Mon frère m'emmène donc à l'hôpital. Et on attend pendant des heures. 3 heures, 4 heures, il est assis avec moi. Et finalement, on me prend. Et ce sont des questions, on essaie de déterminer les mêmes questions, maladies sexuellement transmissibles. Moi, je suis là, genre, mais c'est pas ça. Et là, finalement, après 2 heures, ils m'ont mis une perfusion. Et là, finalement, après 2 heures, un médecin arrive et me dit, en fait, vous avez la fièvre jaune. C'est une maladie tropicale en Afrique, souvent connue sous le nom de paludisme. Et je lui dis, ok, très intéressant. C'est intéressant parce que dans ma famille, on ne l'a jamais eu. Donc pour moi, c'était vraiment intéressant que j'ai le palu, ok, j'ai la fièvre jaune. On me fait quelques examens. Ensuite, on me dit, vous devriez être capable de marcher d'ici quelques jours, ça va aller, c'est juste la fièvre jaune, vous êtes bien. Ok. Là, on me met dans une chambre pour la nuit et on demande à mon frère de partir. Et c'est là que les choses s'emballent et ça devient vraiment intéressant. J'ai raconté que j'étais vraiment faible, j'avais pas d'énergie, j'avais pas mangé, ça faisait au moins 2-3 jours. Et là, une des infirmières, à un moment donné, il est à peu près 22 heures, elle vient pour essayer de prendre en fait ma température et mon pouls. Et elle est un peu agressive. Elle me dit, est-ce que je peux te lever un peu plus vite? Je lui dis, écoutez, je suis vraiment, vraiment fatigué. Je peux pas. Et dans ma tête, je me dis, si j'étais en forme, quand tu me regardes, il n'y a aucune chance que tu puisses me parler comme ça. Mais tu sais que je suis affaibli, je suis à l'article de la mort, donc tu peux me parler comme tu veux. Ok, profite. Dans ma tête, c'est ce que je me dis. Donc elle me brutalise un peu pour que je me lève. Je lui dis, écoutez, je suis vraiment, vraiment pas bien. Et là, elle sort de la chambre. Et je la revois plus pendant longtemps. Là, je me sens en fait, et j'avais demandé en fait à l'infirmière en question, est-ce que je pourrais avoir un peu plus, parce que je me sentais vraiment pas bien, est-ce que je peux avoir un peu plus de soins? Et elle me disait non, les médecins ont dit que vous n'aurez pas plus d'intraveineuse. Ok, pas de souci. Vraiment faible. Et là, vers à peu près minuit,
1 heure, j'entends des bruits dans l'hôpital. Je sors de ma chambre et en fait, c'est une dame qui est en train de crier. Et d'après ce que je vois, parce que je suis un peu faible à ce moment-là, mais d'après ce que je vois, c'est une dame de la communauté autochtone qui se fait en fait brutaliser parce qu'elle demande à avoir un peu plus de soins. Un peu comme moi, un peu plus tôt. Elle demande à avoir plus de soins, un peu plus d'intraveineuses, parce qu'elle se sent vraiment faible. Et là, on lui dit non, qu'elle en a déjà eu assez. Ça refuse, le ton monte. Et là, il y a plusieurs médecins, je peux voir qu'ils sont plusieurs. Là, moi, je me dis, ok, c'est pas bon pour moi, je retourne dans ma chambre. Et là, tout l'hôpital peut entendre qu'il y a des gros bruits et elle se met à crier. Et on peut voir on peut entendre, parce que je l'ai vu, mais j'en peux entendre qu'elle se fait restreindre de façon physique. Et là, elle crie, laissez-moi, lâchez-moi. Et on peut entendre des coups qui partent. Donc, elle se fait brutaliser physiquement. Et je suis horrifié. Et là, elle sort. Et là, on peut entendre des portes qui s'ouvrent et se ferment. Et finalement, elle est mise en dehors de l'hôpital. Elle est mise hors de l'hôpital. Waouh. OK. Et je me dis, si je continue de parler, moi aussi, je vais me faire traiter de la sorte. Je préfère donc me taire et demander à Dieu, rassembler mes dernières forces pour essayer de le tenir jusqu'au matin. Et là, de 22h, où j'ai été checké, jusqu'à 9h, personne n'est venu me voir. Un de mes meilleurs amis arrive le matin pour me rendre visite vers 10h. Et il m'appelle, il me dit, qu'est-ce qui se passe? On me refuse d'entrer parce qu'on dit que tu es en quarantaine, tu as une maladie contagieuse. Je dis, quoi? Maladie contagieuse? Non. La fièvre jaune, elle n'est pas contagieuse du tout. Il me dit, non, on t'a mis en quarantaine, on me refuse d'entrer. Et là, je lui dis, c'est faux. Donc, il parle. Et le médecin en chef, en fait, lui dit, oh, on a fait une erreur. Je ne sais pas, quelqu'un a laissé le signe devant ma porte pour dire que j'étais en quarantaine. Et c'est là qu'on se rend compte que je n'ai pas reçu de soins pendant tout ce temps parce que l'infirmière en question, à qui j'ai demandé d'être juste plus gentil avec moi quand elle me parlait ou quand elle me demandait de bouger, m'a mis en quarantaine. OK. Et pour moi, même si c'est elle qui l'a fait, le fait que ses chefs, en fait, aient cautionné ça, il n'y a pas d'excuse. Et c'est là que mon ami est horrifié par la situation. Il entre dans ma chambre, on parle. Et là, les médecins arrivent, ils ne s'excusent même pas. Ces gens, oh, on va prendre votre fièvre. Ils sont beaucoup plus doux cette fois-ci, mais parce que vous voyez, mon ami qui est blanc a aussi un peu, il a haussé le ton. Il leur a dit que c'était pas acceptable. Et c'est là, en fait, que ils ont repris. Ils étaient vraiment bien avec moi. On m'a redonné les soins qu'il fallait. Et la soirée même, j'ai demandé à sortir. Malheureusement, on a vu les conséquences envers les personnes autochtones dans nos salles d'urgence. Brian Sinclair est décédé dans la salle d'urgence aux sciences de la santé de l'hôpital, des sciences de la santé de Winnipeg. On l'a laissé pendant 36 heures. C'était un travailleur social autochtone et puis il est mort parce que personne n'a porté attention à lui. Et puis on a assumé qu'il était sous l'ordre et qu'il avait juste besoin de dormir dans la chaise, like sleep it off. Quand il avait une raison médicale à être vu et il est décédé là devant tout le monde. Comme c'est une manifestation d'un plus grand problème. On voit plein de choses dans les nouvelles ces derniers temps. Une personne autochtone dernièrement qui s'est fait amputer la mauvaise jambe. Quand on le sait bien, quand on fait des chirurgies, qu'on demande à la personne, je ne sais pas combien de fois avant de faire cette chirurgie, évidemment, il va y avoir une investigation, mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que les biais inconscients, le racisme dans le système fait en sorte qu'il y a des gens de façon disproportionnée? Et donc, ça, c'est les personnes autochtones, c'est les personnes noires, c'est les personnes racisées. Alors, comment amorcer le changement? Plutôt, Janelle a évoqué la question des biais inconscients. Pour Dr Mélanie Maurice, la transformation du système de santé commence par une introspection individuelle.
Chaque professionnel de santé doit revisiter ses propres biais pour mieux comprendre leurs impacts. Et en tant que chirurgienne, elle a développé une approche unique pour aider ses collègues à adopter un regard différent. Ce que je dirais, c'est que d'une façon, et puis c'est très difficile dans le moment un peu, mais c'est un peu d'imaginer si c'était ta sœur ou ton frère ou ta mère ou ton père. Est-ce que c'est le traitement que tu voudras pour cette personne? Et puis souvent, si on vraiment fait cette réflexion profonde, la réponse serait non, effectivement. Et puis c'est de se mettre dans la place et puis un peu de dire, ou même de raconter cette histoire à quelqu'un, disant ça c'est ta grand-mère, ton grand-père. Ils viennent et ça c'est le déroulement. Est-ce que ça c'est ce qu'on voudrait? Et puis personne dirait oui. Mais c'est un peu dans le moment de dire, réfléchir. Et puis, on est dans un système où il y a des systèmes de pouvoir qui fait que c'est très difficile pour surtout ceux qui veulent changer d'être capables. Parce que souvent, c'est les personnes les plus puissantes qui sont des fois les personnes qui continuent le status quo, comme on dit. Alors, il faut trouver des façons d'avoir ces conversations qui en fait font que les personnes même qui n'ont peut-être pas de pouvoir, mais qui ont beaucoup plus de vues, pour être capables de poser des questions ou de demander. Et puis on voit ça de plus en plus, les jeunes qui ont plus de connaissances, parce que nous, on n'a pas été... moi, surtout quand j'étais à l'école, on n'a pas appris l'histoire du Canada au sujet des peuples autochtones. C'est nouveau, là, mais ça, je pense que ça va nous aider parce qu'ils vont mieux comprendre et puis ils ne vont pas tolérer autant les choses qui ont été tolérées dans le passé. Donc, j'ai un peu d'espoir à ce niveau-là. Mais je pensais vraiment, c'est de poser la question, est-ce que ça, c'est vraiment le traitement qu'on voudrait pour quelqu'un qu'on aime? Je travaille dans l'hôpital pour, en fait, avoir un espace qui s'appelle en ce moment le Indigenous Community Healing Space. Ça va être 1200 pieds carrés. Ça va être là où on peut intégrer ces deux façons de voir, l'autre façon d'avoir la santé qui va pousser un peu contre le système qui permet ça et qui va dire non, plus ça ne va plus se passer. On va changer les histoires. On va arrêter le tapis roulant. On va changer cette histoire et on va faire un hôpital qui va avoir une santé complète pour tous les enfants. Et quand je vois les gens qui sont non autochtones, qui voient ça et puis disent oui, moi je veux être là. Moi je veux voir cette réalisation aussi. Je dis OK, peut-être que je vais voir le début de ça dans ma carrière, mais sûrement pas la fin. Déjà, moi, j'ai vu des changements, même dans notre approche, à pouvoir accueillir des gens, par exemple, qui sont usagers de substances. Peu importe nos valeurs, on devrait être capable de voir cette personne simplement pour qui elle est, sans faire de jugement, et les desservir comme toute autre personne. Puis je sais que ça, c'était aussi un cheminement et un accompagnement que je devais faire avec les membres du personnel. Et puis, on avance, c'est sûr qu'on avance. Une autre chose dans mon rôle, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer des différentes façons de faire ou des différentes pratiques. Par exemple, des pratiques autochtones au niveau de la guérison, qui peuvent, disons, être offerts en parallèle à une façon de faire qui est plus occidentale. Parce que je pense que ça va aider à desservir une communauté qui comme on sait bien, n'a pas toujours été bien desservie dans le système de santé. Et est-ce qu'on peut utiliser d'autres formes de guérison pour accompagner cette personne dans leur cheminement, de leur propre bien-être et leur santé? Qui détient réellement le pouvoir de changer les choses? Dr Mélanie Maurice utilise une métaphore frappante, mais elle apporte aussi
beaucoup d'optimisme. Je parle des fois de l'individu et puis de les organisations et puis le système lui-même. Il y a il y a une personne noire aux États-Unis, elle s'appelle Kamara Jones. Elle parle d'être sur un tapis roulant et puis que tout le monde va dans la même direction sur le tapis roulant. Mais soudain, il y a une personne qui change de direction. Mais il va taper un peu les personnes qui sont en train d'aller dans la même direction. Puis il y en a quelques-uns qui vont changer de direction. Puis à un moment, tout le monde va changer de direction. Mais il y a encore le tapis qui bouge dans la direction. Alors, il faut continuer à avoir plus en plus de personnes pour être capable de changer, en fait, la direction du tapis roulant. C'est d'arrêter peut-être l'électricité et puis de refaire le système. Et ça, c'est un peu comment on pense à changer un système. Parce que même si nous, on sort d'ici puis on va aller combattre le racisme, on est quelques-uns dans un gros groupe de personnes qui peut-être ne pensent pas tout à fait à ces choses. C'est aussi dans un système qui valorise les personnes non autochtones, non-BIPOC, qui font un chemin un peu plus facile pour les gens, alors qu'on regarde un peu autour de nous, puis on commence à faire les coudes, comme on dit, pour dire, écoute, on va tous bouger dans cette direction. Et parce que ça va tous nous aider. On va tous avoir une meilleure vie quand on est plus respectueux, quand on est plus, on est plus en meilleure santé. Et aussi, il faut aussi penser à l'économie et puis l'effet du pouvoir dans l'économie. Ça, c'est aussi un gros pouvoir. C'est parce que c'est les gens qui font les décisions de ressources. Et puis, il faut parler à les chefs. C'est-à-dire, j'ai parlé avec le président de l'UVM et j'ai dit, il faut... Parce que moi, je vise les enfants. Et puis souvent, c'est parce que les adultes sont beaucoup plus nombreux. On parle plus souvent. Et j'imagine que vos expériences, c'est souvent avec des adultes et leurs expériences. Mais moi, je suis là pour les enfants. Et puis, des fois, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut juste aller au chef, dire à le chef, dire, écoute, ça suffit, là. Il faut vraiment qu'on adresse, je vous montre quelques papiers pour dire, écoute, ça, c'est impossible qu'on tolère ces chiffres. Et puis, je pense que dans un système, c'est très, très difficile d'être capable de dire, ah, ça, c'est lui avec le pouvoir. Parce que dans chaque interaction dans le système de santé, il y a une différence. Alors, le patient, le docteur, l'infirmière, le docteur, le dean et les étudiants. Il y a toujours des balances de pouvoir qui sont présentes. Alors, c'est toujours quelque chose qu'il faut d'une part réfléchir, mais qu'il ne faut pas non plus se fixer là-dessus. Parce qu'il va toujours avoir quelqu'un de plus élevé. Et puis, il faut continuer à faire le travail quand même. Mais à chaque tour, essayer de trouver cette personne parce que c'est cette personne qui va sûrement avoir un effet, des fois, un peu plus gros, effectivement. Je dirais, c'est d'en parler d'abord, même aujourd'hui, même avoir cet épisode, cette discussion, ça aide. Parce que ça dit qu'on n'a pas peur d'en parler, on n'a pas peur de regarder les chiffres puis de s'interroger pour dire est-ce qu'on est en train d'aider un système qui avec ce genre de résultats ou est-ce qu'on veut le changer? Est-ce qu'on veut être partie de la réparation de ce système? Et puis aussi, il faut aussi, dans le vote, appliquer sa voix dans le vote pour avoir des gouvernements qui vont penser à ces systèmes, puis vont vouloir le changer. Et puis aussi de parler avec, quand on est dans les environnements de santé, c'est de regarder un peu autour de vous parce que des fois, vous allez voir des familles ou des personnes qui sont maltraitées et vous avez la chance de faire une interruption à ce moment-là pour dire, hey, vous avez besoin d'un verre d'eau, même aussi simple que ça, dire une gentillesse. Et je dis aussi à mes collègues, c'est que à chaque fois qu'on a une opportunité de faire quelque chose de différent, il faut le prendre. Mais puis, il ne faut jamais arrêter d'en parler.
Il faut continuer à regarder où on est impliqué dans chacun de ces détails et puis voir comment on peut améliorer le système, améliorer l'accès, changer un peu sa pratique, voir comment on peut aller en communauté. Et aussi, c'est d'apprendre au sujet de l'histoire, la vraie histoire. Et je dirais, quand on pense à toute la communauté BIPOC, c'est de comprendre tous les contextes, toutes les histoires de comment les patients présentent pour dire qu'on vous voit comme un humain. Je pense que une des choses qui est essentielle à cette réalité, c'est d'avoir les personnes BIPOC dans le système. C'est d'avoir plus de personnes de cette communauté dans le système. Et c'est à ce moment-là, je pense que quand les personnes, j'allais dire les enfants, là, mais même tous les adultes, les enfants se présentent à l'hôpital et voient quelqu'un qui va les traiter, qui les ressemble, on a déjà une sécurité. Et puis, on commence à voir ces changements. On commence à voir une réflexion de la population dans les gens qui sont dans les centres, les milieux de santé. Et puis, je pense que c'est quand on intègre les personnes de cette communauté dans le système, on va voir le système changer de façon importante pour que les personnes de les communautés BIPOC ne se sentent pas... ils n'ont pas peur de venir dans le système pour être maltraités, mais qui vont recevoir un traitement respectueux qui les valorise comme êtres humains. Merci aux intervenants de cet épisode. Dr Mélanie Morris, Janelle Delorme et Stanislas Bell. À voix haute est une série balado de la Liberté réalisée en partenariat avec Wilgi Sagosa et Noir et Fier. Nous remercions la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada ainsi que la Société de la francophonie manitobaine. Écriture, entrevue et voix off, Morgane Lemay et Wilgi Sagosa. Enregistrement, Mehdi Bérédad, Alicia Régnier et Martha Guerrero. Montage, Alicia Régnier et Mehdi Bérédad. Gestionnaire de projet, Fanny Demeuzy. Co-directeur du projet, Wilgis Agossa. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci au comité de direction du projet, le Conseil jeunesse provincial, la Société de la francophonie manitobaine, l'accueil francophone, le Centre de santé Saint-Boniface et l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de À voix haute sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. La liberté.